Donc, avec des personnes que j'ai rencontrées, on a décidé de créer la page Facebook Permaculteur musulman. Le nom n'est pas définitif. Là, on a créé un petit logo en haut. On est en train de mettre ça en place. Et donc, pourquoi lier islam et permaculture? Parce que la permaculture, il y a plein de groupes et d'associations qui existent, mais il y a certaines pratiques qui ne sont pas... qui vont à l'encontre ou qui ne sont pas cohérentes avec notre éthique, l'éthique islamique. Donc, pour moi, il y avait un besoin de créer notre propre groupe. Et surtout, et un autre objectif aussi, c'est de sensibiliser la communauté musulmane, puisque c'est dans notre religion de respecter notre environnement. Et donc, pour moi, c'est important de sensibiliser en particulier la communauté musulmane. Donc là, sur la petite image en bas, la permaculture s'oppose à l'agriculture conventionnelle. Donc, l'agriculture conventionnelle, c'est utiliser des machines, faire de la monoculture, alors que la permaculture, c'est plus promouvoir la biodiversité, et faire des choses à taille humaine, on va dire. Donc la première chose que je vais faire, c'est confronter la vie de permaculteur et du français moyen. Là, j'ai bien précisé que la permaculture, pour moi, c'est pas seulement l'agriculture, c'est tout un mode de vie, et donc ça concerne plein de sujets différents. Tout à l'heure, Aude nous a parlé d'alimentation. Pour moi, ça va au-delà de l'alimentation. Le français moyen, il habite soit dans une maison, soit dans un appartement. Une maison d'environ 400 mètres carrés, avec un terrain de 400 mètres carrés et un appartement d'environ 50 mètres carrés. Sauf que le crédit est obligatoire pour devenir propriétaire dans ces conditions, sachant que le crédit à intérêt est interdit pour les musulmans, alors qu'un permaculteur, il peut vivre sur 2 à 3 hectares d'espace total et 20 mètres carrés pour l'habitat lui suffisent. Donc, je vais vous donner plusieurs exemples d'habitat. Donc, la yourte. Qui connaît la yourte? La tiny house. Qui connaît? Levez la main, s'il vous plaît. Alors ça, c'est très intéressant, la tiny house, parce que ça permet d'éviter les permis de construire. Quand on achète 2 ou 3 hectares de terre agricole, 1 hectare, c'est environ en France 5 000 €. Donc 3 hectares, on va dire que c'est 15 000 €. La tiny house, c'est entre 15 et 25 000 €. Donc pour environ 30 à 40 000 €, on peut s'en sortir avec 2-3 hectares, plus un habitat qui ne demande pas de permis de construire. C'est des toutes petites maisons qui sont mobiles et où il y a tout dedans. Enfin, il y a ce qui est nécessaire, le strict nécessaire pour pouvoir vivre dans un confort acceptable. Ensuite, il y a la maison en bois, ou chalet en bois. Donc là, j'ai mis 10 000 €, mais sur le Bon Coin, vous pouvez en trouver à 2-3 000 €. Il y a des personnes actuellement qui vivent dans ces conditions et qui s'en plaignent pas du tout. Enfin, moi, je pense qu'il faut remettre en cause nos conditions de vie pour se rendre compte à quel point ça peut être mieux de vivre dans ces conditions. Et ensuite, il y a quelque chose qui s'appelle la maison intégrée ou maison de Hobbit. Moi, j'en ai pas vu beaucoup, mais ça peut être intéressant. Il y a plein d'autres choses. Donc, cette présentation-là, je la mettrai à disposition et je l'améliorerai petit à petit. Donc, je vais essayer de la rendre la plus complète possible. S'il y a il va sûrement manquer des choses, donc n'hésitez pas à me contacter pour me donner plus d'infos et je les ajouterai, Inch'Allah. L'énergie. Donc le français moyen, il consomme du gaz, de l'électricité, etc., des ressources pas toujours renouvelables. Alors que le permaculteur, il va essayer d'utiliser des ressources naturelles et renouvelables, donc du bois, l'énergie solaire. Donc il y a une chose qui s'appelle le rocket stove. Donc ça, c'est un système qui permet d'obtenir un système très simple, relativement simple, qui permet d'obtenir de la chaleur, qui chauffe beaucoup, et qui permet à la fois de cuisiner et à la fois, par un système de conduite, de réchauffer l'habitat. Et vu que l'habitat est plus petit, il se chauffe plus efficacement, on va dire. Le four solaire, donc ça, c'est un système qui permet d'utiliser la chaleur du soleil pour chauffer ses aliments. La marmite norvégienne, donc ça c'est un système de base où on place une marmite et avec un système de couverture, ça permet, mais il faut beaucoup de temps, ça permet de réchauffer ses aliments. Le frigo du désert, donc ça avec un système de couches, ça permet de mettre des produits frais, de mettre des produits et de les garder au frais pendant pas mal de temps. L'alimentation.
Donc le français, il consomme beaucoup de choses issues de l'industrie chimique. Donc aussi bien de l'agriculture conventionnelle, mais aussi des produits transformés qui utilisent des techniques qui ne sont pas recommandables, on va dire. Vous n'avez qu'à demander à des personnes qui travaillent dans ce genre d'usine et vous comprendrez de quoi je parle. Alors que le permaculteur, lui, va utiliser déjà les produits de sa ferme, donc il sait d'où ça vient. Des fermes alentours, parce qu'il y a beaucoup, en milieu rural en général, il y a beaucoup d'entraide et d'échanges. Et de biocoop et de structures dont vont nous parler les personnes qui vont suivre après moi. La santé. Donc, le français moyen, il va beaucoup utiliser de produits issus de l'industrie pharmaceutique et il va aller dans les hôpitaux. Alors que le permaculteur, il va déjà, le fait de consommer sainement, il va avoir moins de maladies. Là, on a l'impression que les hôpitaux, etc., c'est une évolution dans la société, mais en fait, c'est un problème qui répond c'est une solution qui répond à un problème qui a été créé. En alimentant moins bien les personnes, on est obligé de les guérir plus, on va dire. Donc le permaculteur, nourriture saine, plantes médicinales, huiles essentielles, et comme il a des animaux, il doit contacter des vétérinaires régulièrement. Éducation. Donc le français moyen, il va envoyer ses enfants à l'école publique, dans les écoles publiques ou privées. Quand on constate certaines choses que fait l'éducation nationale, il y a pas mal de personnes qui préfèrent faire l'école à la maison. Est-ce que des personnes connaissent? Et est-ce qu'il y a des personnes qui pratiquent l'école à la maison? Très bien, je vous soutiens beaucoup. Plus le fait de vivre à la ferme, en fait, c'est une aventure et c'est une école. Les enfants aujourd'hui connaissent plus les logos des marques que les arbres. Donc, si vous montrez par exemple des logos à un enfant, il va reconnaître les marques, alors que si vous montrez des feuilles d'un arbre, il ne va pas reconnaître si ça vient d'un chêne ou d'un châtaignier, etc. Donc les expériences qu'on peut vivre dans une ferme sont beaucoup plus éducatives, on va dire, que certains cours dans les écoles. Et donc, même sur la fin, il y a des permaculteurs qui vont aller jusqu'au bout. Et donc, par exemple, ils vont utiliser un cercueil biodégradable. Donc, en plus, c'est un cercueil éthique et conforme à l'éthique islamique, puisque donc il est fait de bois carton, d'un mélange de bois carton qui va se dégrader en très peu de temps. Ça va permettre au corps de la personne de retrouver le contact avec la terre, qui est une obligation pour le musulman normand quand il est enterré. Donc une fois qu'on a comparé le français moyen et le permaculteur, on se dit je veux devenir permaculteur. Donc les choses à faire, c'est apprendre, se renseigner au maximum, s'instruire, se remettre en question. Donc, à peu près ce que vous êtes en train de faire. Chercher à vivre et consommer mieux, plus sainement, et minimiser les gaspillages et les excès. Ensuite, manger mieux. Donc, consommer plus de produits issus de l'agriculture biologique, naturelle et locale. Se tourner vers les AMAP, producteurs locaux, biocoop. Souvent, on me dit le bio, c'est cher. Et je prends l'exemple de la pomme. Donc, vous prenez 2 pommes. Une pomme vraiment naturelle et une pomme conventionnelle. Pas la pomme, je pense pas que la pomme une pomme comme ça et une pomme conventionnelle qui vient du marché ou d'un centre commercial. Pour moi, c'est comme un lingot d'or. Vous prenez un lingot d'or brut, dedans, ce qu'il y a dans une pomme naturelle, les nutriments, les valeurs nutritives, les vitamines, etc., c'est beaucoup plus qu'une pomme conventionnelle. C'est vide. Donc on va dire qu'une pomme naturelle, c'est un lingot d'or brut, alors qu'une pomme conventionnelle, c'est du plaqué or. Ok, ça ressemble, mais le fond, il est complètement différent. Donc le rapport qualité-prix, même si c'est un peu plus cher, sachant qu'il y a des techniques pour acheter du bio à peu près au même tarif que du conventionnel, ça vaut plus le coup. Le rapport qualité-prix, il est supérieur. Et le top du top, du coup, c'est de produire soi-même. Donc attention, le bio s'industrialise, c'est-à-dire que même quand vous voyez bio, c'est pas forcément, c'est mieux que le conventionnel, mais il y a plusieurs qualités de bio, sachant qu'il y a des labels européens donc qui sont moins restrictifs,
Et même le label français, donc il autorise certaines pratiques qui ne sont pas à 100% naturelles. Ils utilisent certains pesticides, etc., mais dans des petites quantités, et donc c'est mieux, mais c'est pas toujours top. Ensuite, la plupart des permaculteurs donc, décident de s'éloigner de la ville pour un retour à la terre. Donc la première chose, en général, c'est se former. Donc il y a un diplôme qui s'appelle le BPREA, qui permet de devenir exploitant agricole. Et donc ça, par exemple, ça permet, si on a une terre agricole, de justifier, avec une activité d'élevage, de justifier d'un habitat sur la terre agricole. Ensuite, il faut choisir et acheter son terrain. Et ensuite, passer à la conception de l'aménagement de la ferme. Donc, comment est disposée une ferme? En général, il y a le plus proche de l'habitat, il y a le potager, donc qui va permettre de se nourrir et de se soigner. Ensuite, il y a les volailles, donc qui vont permettre d'apporter de la viande, les œufs. Ensuite, les troupeaux, donc moutons, cheval, vaches, etc. Presque chacun fait comme il l'entend. Ça va permettre d'avoir de la laine, du cuir, la viande, le lait, la traction animale. Donc ça permet de faire des travaux dans les champs sans utiliser de grosses machines et de se transporter, parce qu'à la base, le cheval est fait pour se déplacer d'un endroit à un autre. Et tous, la plupart des animaux sont des tondeuses naturelles, donc permettent d'entretenir les champs et leurs déjections servent d'engrais naturels. Donc les principes de base de la permaculture. Déjà, c'est essayer de toujours avoir des écosystèmes et de promouvoir la biodiversité. Observer la nature, essayer de la reproduire et s'améliorer. Là, vous allez voir n'importe quel permaculteur. Il vous présente sa ferme, il va vous dire là j'ai testé ça a fonctionné, ça n'a pas fonctionné, du coup je refais autre chose. Il n'y a personne qui... C'est pas une science exacte, chacun teste et s'améliore. Et il y a toujours, en fait, on a l'impression que l'agriculture c'est quelque chose de pas rentable. En fait, il faut toujours chercher à optimiser et être efficient, c'est-à-dire utiliser le minimum d'énergie pour obtenir le maximum de résultats. Donc, il y a des relations entre l'agriculture conventionnelle et la permaculture. Donc, ça peut être de l'agriculture intensive, mais ça reste éthique et humain. Un principe de base, donc, c'est de faire de l'agroforesterie, c'est-à-dire de mélanger de la polyculture, on va dire. C'est de mélanger les cultures. Quand vous faites de la monoculture, monoculture, c'est-à-dire que vous avez un champ par type de produit. Un champ pour du blé, par exemple, un champ pour des tomates, un champ pour du maïs. Le fait de mélanger tout ça, en fait, ça a beaucoup d'avantages. Ça réduit la prolifération de nuisibles, d'insectes nuisibles. Du coup, ça enrichit les sols. Certaines plantes vont servir d'ombre. Les arbres vont servir d'ombre aux autres, etc. Et c'est tout un écosystème. Mais je vais y revenir dessus. D'autres techniques, le jardin mandala. Donc ça permet de donner une architecture, du design à votre potager, et en même temps, ça a d'autres avantages par rapport aux accès aux plantes, etc. La serre poulailler, c'est le fait, comme je disais tout à l'heure, les excréments des poules vont servir d'engrais aux plantes. La serre walipini, donc ça c'est très intéressant. En fait, le niveau du sol est là. C'est une serre qui est enterrée et ça permet de garder des températures, de très bonnes températures, par exemple pour cultiver des plantes exotiques ou qui ont besoin de chaleur tout au long de l'année. Et la culture en terrasse, donc ça c'est une photo qui a été prise au Maroc. C'est d'utiliser même ce qui pourrait sembler être des contraintes géographiques et de s'en servir pour les cultiver.
il y a la culture. Enfin là, c'est plus des. Ça, là, il y a deux techniques en haut, mais ça, c'est pas des vraies techniques. Donc la culture de champignons, qui peut être. Enfin, les champignons, c'est très nourrissant, nutritif. Et ça se développe en fait en osmose avec le reste des cultures. Pareil, ça c'est un hôtel à insectes. Donc là, par exemple, s'il y a des abeilles, enfin, on peut avoir des ruchers aussi. Donc tous ces insectes vont avoir un rôle sur la biodiversité du terrain. Il y a un principe qui s'appelle l'aquaponie. Donc les rejets des plantes vont servir de nourriture aux poissons et l'eau des poissons va servir de nourriture vont nourrir les plantes. Et ça, donc ça c'est la culture sur but. En fait, c'est des buts où la terre va être enrichie. Et le fait d'avoir des buts, ça permet d'augmenter en fait la surface de culture. Et en plus de réduire les mouvements pour se baisser, etc. Le soin du sol. Donc, le fait d'utiliser des outils manuels, ça permet de conserver les couches qu'on voit à droite, et ça permet de garder le sol vivant parce qu'en fait, il y a des couches, et sur chaque couche, il y a certains animaux insectes ou êtres vivants qui vivent, et donc il est important de respecter ces couches et de ne pas les mélanger ou de les détruire carrément comme avec des outils industriels. Le paillage, c'est une technique qui permet de recouvrir le sol et donc de le protéger. Là, le nerf de la guerre, ce sont les graines. Je vous invite à visionner le film la guerre des graines, parce qu'une graine permet d'obtenir une plante. Cette plante va permettre d'obtenir plein de graines. Je ne veux pas dire de chiffres, mais ça peut être des dizaines, des centaines. Et chacune de ces graines va permettre d'obtenir encore des dizaines et des centaines de graines. Donc s'il y a un livre d'un japonais qui s'appelle la révolution d'un seul brin de paille. Mais sur la page Facebook, il y a tout un recueil, il y a tout un album avec des livres, et c'est dessus, et il faut lire ce genre de livre parce que c'est vraiment intéressant. On se rend compte que le nerf de la guerre, donc c'est l'alimentation, mais le nerf de la guerre de l'alimentation, ce sont les graines. Il faut savoir qu'en France aujourd'hui, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'il n'est pas autorisé d'utiliser. Enfin, il faut une autorisation pour faire des graines. Il faut être semencier. C'est une accréditation peut-être. Et donc n'importe qui ne peut pas faire ces graines. Et si vous contrôlez les graines, vous contrôlez l'alimentation. Si vous contrôlez l'alimentation, vous contrôlez les personnes. Donc ça, c'est un sujet très important et ça demanderait une autre conférence rien que pour ce sujet. Ensuite, en quoi consiste le maraîchage ? Donc, on sème soit directement en terre, soit en pot des graines, soit graine à graine, soit par poquet. Donc, par exemple, trois graines ou un groupement de graines. Si on a semé, on peut repiquer une fois que ça a pris. On peut repiquer ça dans la terre à l'extérieur. Donc ça, on peut le faire en serre, par exemple. Et après, une fois que ça a pris, on peut faire en extérieur. La bouture, donc ça en fait vous prenez une plante de menthe, vous coupez des branches et ensuite vous replantez et ça ressort. Donc, mais vous pouvez pas faire ça avec n'importe quelle plante. Et ensuite la greffe. Donc la greffe, en quoi ça consiste ? Ça consiste à prendre un porte-greffe, donc d'une plante, d'un arbre en général sauvage, qui va bien résister aux conditions extérieures. Et ensuite, prendre un greffon issu d'un arbre qui vont, par exemple, pour un pommier, qui va donner des pommes plus grosses et plus juteuses, plus sucrées. Mais l'association des deux va permettre parce que ça, on va dire que c'est fragile à l'extérieur. Dans certaines conditions, ça ne résisterait pas. Et donc, ça utilise l'énergie de ce porte-greffe pour progresser et donner de beaux et de bons fruits. Ensuite, il y a une association de plantes très intéressante qui est beaucoup utilisée au Mexique. C'est la milpa. Donc c'est maïs, haricots et courges, je crois. Et en fait, il y a plusieurs niveaux de culture. Et elles vont se servir les unes des autres pour
pour grandir et pour donner un maximum de bienfaits. J'ai dit beaucoup de choses. Je suis allé très vite. J'ai essayé de vous donner un maximum de pistes. Donc cette présentation, elle sera disponible. N'hésitez pas je vous rappelle que vous pouvez me donner de quoi l'alimenter et moi je l'alimenterai régulièrement. Je vous remercie pour votre écoute. J'espère que vous avez réussi à suivre.